faut garder la vision globale et le besoin d'un changement global, mais il faut des victoires. Je sais plus qui disait, donnez-moi un point d'appui, donnez-moi un levier. Et je soulèverai le monde. Je changerai la cour des planètes. Et donc là, on a un point d'appui, c'est stopper ce pipeline catastrophique. On a un levier, c'est trouver des financements. Et on peut avoir des victoires dans les 6 mois qui viennent. Magali, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. On se retrouve dans mon bureau à Paris. On se connaît depuis quelques mois. Au début, c'était surtout sur les questions de climat, parce que j'ai été membre du Haut Conseil pour le climat et tu es maintenant membre du Haut Conseil pour le climat, même si tu t'exprimes pas aujourd'hui au nom du Haut Conseil, mais comme une femme libre qui a sa propre réflexion. Pendant 2 ans, tout le mouvement climat était un peu au ralenti avec le Covid-19. On était tous à gérer les urgences, voilà. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a la réforme des retraites qui est évidemment un sujet très important. Mais on se dit qu'il faut quand même aussi relancer le mouvement climat et se donner des objectifs et des victoires d'étape. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble. Est-ce qu'on peut repartir quand même sur l'état des lieux, les dernières études scientifiques? Est-ce que tu peux nous redire, toi, ta vision des choses au niveau mondial et en France? Alors, on a de la chance d'avoir eu en 2022 un rapport, le 6e rapport d'évaluation du GIEC, qui a vraiment permis de faire un bilan sur l'état des connaissances sur le climat, puisque les experts scientifiques du GIEC ont fait une revue de littérature sur plusieurs dizaines de milliers d'articles scientifiques. Désormais, on a un 6e rapport d'évaluation qui donne des faits vraiment scientifiquement établis, qui sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est sur l'état du climat. La planète s'est réchauffée depuis la période pré-industrielle, c'est-à-dire 1850-1900, de plus 1,1 degré. Et ce réchauffement est à 100% d'origine humaine. À l'heure actuelle, aujourd'hui, au moment où on se parle, eh bien, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère que sur les 2 derniers millions d'années. Très concrètement, ça veut dire que les sociétés humaines n'ont jamais eu à s'adapter à un tel bouleversement. Et évidemment derrière, les écosystèmes. Ce que font les experts scientifiques du GIEC ensuite, c'est d'évaluer les solutions qui existent. Et ces solutions, elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses. Et ce qui fait dire au GIEC qu'aujourd'hui, en fait, on a tous les moyens. Véritablement tous les moyens, y compris au niveau mondial, les capitaux, pour être capable de contenir ce changement climatique additionnel sous la barre des 2 degrés, voire autour des 1,5 degré. Et pourquoi c'est important? Parce que ce qu'il est aussi démontré, ce que la science est capable aujourd'hui de démontrer, c'est qu'au-delà de ces 2 degrés, on rentre dans des processus inconnus, avec beaucoup d'incertitudes, en particulier parce que les écosystèmes sont poussés aux limites de leur capacité d'adaptation. Et on en arrive à la France. Le rapport du GIEC ne parle pas de la France. Il résonne au niveau mondial, il résonne au niveau des continents. Au niveau de la France, on a eu cet été qu'on a jugé comme exceptionnel. On sait que cet été 2022 sera un été normal, un été classique, d'ici 15 à 20 ans pour la France. Et que d'ores et déjà, dans notre pays, nos concitoyens sont déjà victimes dans leur santé, dans leur mode de vie, dans leur accès à l'éducation. Je répète, on a des enfants cette année qui n'ont pas pu aller à l'école. On sort du Covid. Dans leur emploi, dans leur maison, les fissures qui apparaissent. Beaucoup de gens aujourd'hui vous disent « Ah mais j'ai une fissure qui est apparue dans ma maison ». Bah oui, à cause de ce climat qui change et qui intensifie certains événements extrêmes, qui augmentent leur fréquence, leur précocité, qui augmentent leur intensité. Aujourd'hui, nos agriculteurs, qu'on parle des éleveurs, qu'on parle des céréaliculteurs, qu'on parle des viticulteurs, qu'on parle des arboriculteurs, de ceux qui cultivent des fleurs, de ceux qui travaillent dans les marais maritimes pour faire nos huîtres, nos moules, enfin, ils sont fortement touchés par ça. Donc on ne parle plus au futur. Aujourd'hui, la vice-présidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, elle nous dit « dans un climat qui change ». Ce qui a vraiment changé aujourd'hui, c'est qu'on peut parler au présent, avec des certitudes. Et si j'en reviens à ce que nous dit le GIEC nous dit 2 choses qui sont simples, positives. 1, il faut atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. Si le réchauffement additionnel est créé et produit par ce cumul d'émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire que dès qu'on arrête de mettre du carbone dans l'atmosphère, ça s'arrête. C'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. On arrêtera la montée des températures quand on aura atteint ce net zéro. Pour faire ce net zéro, c'est
facile, il faut diminuer un maximum nos émissions et capter le résiduel. Et pour capter le résiduel, aujourd'hui, la seule solution qui est vraiment efficace, ce sont les puits de carbone naturels. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On sait comment on peut guérir. Plus exactement, on sait comment on peut arrêter la progression de la maladie. Parce que pour guérir, si on appelle guérir revenir à ce climat non réchauffé, là, il faut aller rechercher du carbone dans l'atmosphère et pour l'instant, on ne sait pas faire. Le deuxième point qui est positif, c'est que, comme je te l'ai dit, on a un ensemble de thérapeutiques qui existent. Et le GIEC a scrupuleusement évalué sur la base de la littérature scientifique. Pas sur ses croyances, pas sur ses convictions, pas sur ses opinions. Il a évalué sur la base de près de 60 000 articles scientifiques l'efficacité de ces mesures. Le rapport du GIEC dit clairement, le rapport scientifique, le rapport d'évaluation, il dit clairement, si on maintient en l'état de fonctionnement tout le long de leur durée de vie les infrastructures fossiles existantes, on a déjà dépassé le budget carbone pour arriver à 1,5 degré. Concrètement, la conclusion logique, c'est de dire, du coup, il faut plus en construire de nouvelles et on arrête. Voilà. Et là, on est dans une situation de dépendance. Et donc, on est des sortes de toxicomanes par rapport à ça. Avec derrière, les dealers, les structures collectives qui font qu'on est englué dans cette dépendance. Exactement comme avec la cigarette, il fut un temps où si toute la journée il y a de la publicité qui te dit qu'il faut fumer, si on te dit mais non la cigarette c'est pas grave, mais non les études scientifiques, voilà, et puis tout ce qu'on a eu avec les cigarettiers on le retrouve aujourd'hui sur les fossiles. Et on nous a dit il y a 20 ans, quand on a dit maintenant le tabac c'est une question de santé publique. C'était l'horreur. Tout le monde dit c'est pas possible, mais vous imaginez, vous allez il va y avoir des milliers de chômeurs, et puis vous allez, les gens, mais ça va être affreux, etc. On n'entendait même pas qu'il y avait du tabagisme passif. Il y a eu, par la loi d'abord, une interdiction de la publicité. Il y a eu de l'information. Il y a eu aussi des contraintes, le prix du paquet de tabac qui a augmenté. Il y a eu des solutions techniques, le patch, la cigarette électronique, dont on a vu qu'à un moment, elle pouvait aussi te verrouiller si tu n'étais pas accompagné dans une pratique qui n'était pas la bonne, donc il y a aussi des effets pervers. Il y a eu de la science, il y a eu des données, il y a eu tout ça qui s'est mis en place. Eh bien, si on prend cette métaphore du tabac, on peut la mettre terme à terme sur la transition et sur notre dépendance de... Quand je parle de toxicomane, c'est parce qu'on a vraiment cette dépendance. Si demain on arrêtait du jour au lendemain ces énergies fossiles, ça serait un cataclysme. Donc il ne faut pas les arrêter du jour au lendemain. Mais ce que dit le GIEC de manière scientifiquement démontrée, c'est qu'il n'est pas de développement durable, d'atteinte de ces fameux 17 objectifs de développement durable, j'ai vu que tu avais un pins dans la bibliothèque, dans un climat qui serait réchauffé au-delà de 2 degrés. En revanche, il est scientifiquement démontré, de la même façon que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, que on peut accomplir une transition climatique vers cette neutralité carbone en atteignant pour tous dans le monde, y compris avec l'augmentation démographique, ces 17 objectifs de développement durable. Et que derrière, en réalité, la condition de l'atteinte de ces 17 objectifs de développement durable, c'est précisément qu'on arrive à faire cette transition le plus rapidement possible, en accompagnant évidemment ceux qui vont avoir plus de mal que d'autres à le faire. J'ai été très longue, je suis désolée. Mais c'était passionnant, c'était super intéressant. Et ton parallèle avec l'industrie du tabac est très fort. J'ai dit, j'ai passé 11 jours en Égypte avec le sommet sur le climat. Et j'ai vu dans la presse qu'il y avait 600 lobbyistes des énergies pétrolières et gazières qui étaient là surtout pour qu'on évite de poser le problème de comment sortir de cette addiction. Donc il y a eu 2 semaines un grand sommet sur le climat, mais dans le texte final, il n'y a pas un mot sur le pétrole ou sur le gaz parce que les lobbies, comme le lobby du tabac a tout fait pour dire peut-être que c'est dangereux, peut-être que c'est pas dangereux, on peut continuer encore, voilà, ils ont mis du doute dans les têtes des gens pour pendant très longtemps continuer à vendre leur cam, et le pétrole et les industries du pétrole et du gaz font pareil. Donc ton parallèle était très éclairant. Peut-être une ou deux réflexions quand tu parlais du cercle vicieux. Ça m'a frappé pendant les 2 années où on était un peu sous cloche avec le Covid-19.
Et certains disaient au moins l'intérêt du Covid, c'est que l'économie est à l'arrêt, il y a moins de camions, il y a moins d'industrie, donc le CO2 va ralentir. Et quand tu regardes, tu sais, à Mauna Loa, tous les jours, toutes les semaines, un observatoire à 3000 mètres d'altitude, il mesure le CO2 dans l'atmosphère. On voit qu'il n'y a eu aucune accalmie sur le CO2 dans l'atmosphère, en particulier parce que les feux de forêt, c'est vrai que le CO2 qui vient de l'industrie dans tous les pays du monde a un peu diminué. En France, peut-être que le CO2 a baissé les émissions de CO2 de moins 7 ou moins 8%, mais il y a eu de tels feux de forêt en Californie, en Australie ou ailleurs que globalement le CO2 a continué à augmenter. Ce qu'on a eu en fait de très problématique, c'est que c'est un peu comme quand tu fais un régime, quoi. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes de manger parce que, je sais pas, t'as ta gastro, t'arrêtes pendant 4-5 jours de manger, et ensuite tout ce que tu manges, tu regrossis très vite. Ce qu'on appelle l'effet rebond. Mais une fois qu'on a regardé ça, le Covid, il dit bien qu'on a une fausse diminution parce que justement, il ne s'agit pas d'interrompre d'un coup les émissions. Il s'agit de transformer nos sociétés par un projet qui, alors là, est un projet politique, pour se dire où est-ce que je veux aller, dans quel monde je veux vivre. Voilà. C'est par exemple tout l'enjeu de l'agriculture. On n'y pense pas, mais l'agriculture, elle est extrêmement dépendante aux énergies fossiles. Et ce qui est dément dans notre pays, c'est que l'agriculture, d'abord, on pourrait beaucoup réduire les émissions. Mais surtout, si on regarde toutes les solutions qui ont été évaluées par le GIEC, les sols agricoles, c'est exceptionnel. On peut y stocker du carbone, on peut y stocker de l'eau, on peut y préserver la biodiversité. En réduisant les intrants et en changeant les pratiques culturelles, on va avoir une alimentation de meilleure qualité. Alors même que derrière, le climat qui change va baisser structurellement les rendements. Nos agriculteurs qui devraient être les fers de lance, les têtes de pont de cette transition, aujourd'hui, ils sont humiliés, ils sont sous pression, ils n'arrivent plus à s'en sortir parce que les charges augmentent, parce que le prix structurellement de ces énergies fossiles, on oublie de le dire, mais structurellement, indépendamment du climat qui change, indépendamment de la transition, il augmente. Alors qu'ils devraient être en avant, qui sont les solutions aux problèmes d'émissions et aux problèmes d'adaptation et aux problèmes de captage, enfin à tout. Non, on continue, encore et encore. D'où aussi aujourd'hui cette colère chez mes collègues. T'as peut-être vu, il y a eu une tribune des auteurs du GIEC. Alors je précise, ils se sont exprimés en tant que scientifiques et pas en tant que militants. Ces experts du GIEC, ils nous disent aujourd'hui que ce qui est en train de se passer, notamment avec notre grand pétrolier français, mais il n'y a pas que lui, on pourrait faire la même chose sur les autres dans le monde, est en décalage, en distorsion, en contradiction avec ce que dit la science. Et donc, poursuivre aujourd'hui l'investissement dans des énergies fossiles, c'est un contresens économique. On peut réfléchir du point de vue moral. C'est bien, c'est pas bien, voilà. On peut réfléchir d'un point de vue éthique. On peut réfléchir d'un point de vue j'aime ou pas les animaux. On peut réfléchir d'un point de vue les riches, les pauvres, etc. Quel que soit le regard qu'on porte, il y a des arguments. Mais d'un strict point de vue économique, et on peut comprendre aujourd'hui qu'une entreprise, elle soit pas là pour faire de la philanthropie, de la morale. Ok. Même d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. Ceux qui investissent aujourd'hui dans les énergies fossiles fabriquent les actifs échoués de demain, c'est-à-dire des infrastructures qui seront inutilisables. Soit parce que on aura fait la transition et que ça ne servira plus à rien, soit parce que de toute façon, avec l'augmentation du climat qui change, avec tous ces impacts qui vont arriver, etc., ça sera intenable. Tu as tout à fait raison, et c'est une courbe que je montre souvent, c'est la courbe qui vient des sociétés d'assurance, qui montre que le nombre d'événements climatiques extrêmes a déjà triplé. C'est pas une hypothèse pendant 50 ans. Tu as dit, en France, on a eu 3 canicules cet été. L'an dernier, il y a un an, il y avait eu des telles inondations en Belgique qu'il y a eu, et en Allemagne, qu'il y a eu 200 morts. Voilà, 400 morts en Australie dans les feux de forêt. Le problème, c'est que M. Pouyanné ou les autres éléments du conseil d'administration de Total, c'est pas eux qui payent. Quand il y a 30 milliards de dépenses au Pakistan à cause des inondations, ou quand il y a 200 familles qui sont endeuillées en Belgique, en Allemagne, c'est pas Patrick Pouyanné et ses actionnaires qui payent, et eux-mêmes, et effectivement, il y a un moment où leurs investissements dans le pétrole ne seront plus rentables dans 20 ans ou 30 ans, mais ils ne seront plus aux manettes. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on les oblige à changer de comportement avant qu'il soit trop tard. Et c'est ça qui est délirant, c'est que si tu veux, on pourrait imaginer que l'argument économique, je parle à un économiste, mais simplement la rationalité économique. Quand tu parles, par exemple, voilà, le Pakistan, tout ça, tu pourrais dire, ok,
Bon, du point de vue de la morale, c'est mal, mais après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire des Pakistanais? Après moi, le déluge, je sais pas. Enfin, moralement, c'est intenable, mais tu te places sur le champ de la morale. Mais du point de vue simplement de la rentabilité économique. On est en train de dire qu'on va investir l'argent des actionnaires dans des infrastructures qui d'ici 10 ou 20 ans seront quasiment abandonnées ou inutilisables. Il y a des enjeux d'exemplarité de la France et au-delà de l'Europe, et c'est très important que toi et tes collègues, y compris d'ailleurs sur des partis politiques d'un spectre très large, aient obtenu au niveau du Parlement européen ce vote sur lequel vous êtes battus. Par parenthèse, ça veut dire que l'Europe, ça fonctionne, et ça veut dire que quand des hommes et des femmes politiques s'accordent, malgré leurs valeurs, malgré leurs croyances, malgré leurs opinions différentes, quand ils s'accordent à un moment donné dans un consensus, un compromis, pour l'intérêt général, à un moment, ça retrouve du sens. Tu as raison, et donc on a obtenu que cette résolution soit votée par le Parlement qui demande qu'on arrête le pipeline, qu'on arrête définitivement les forages en Ouganda que Total veut faire dans le parc naturel. Mais le problème, c'est que Total nous fait un grand doigt d'honneur. Total n'en a juste rien à faire, continue les travaux, et M. Pouyanné refuse de venir devant le Parlement européen. Donc on voit que c'était symboliquement une étape très importante. Et quand je t'ai dit que j'avais passé plus d'1 heure et demie avec la ministre ougandaise de l'énergie quand on était à Sharm el-Sheikh, elle m'a dit que ça avait un impact, que la résolution du Parlement, elle m'a dit que c'était du poison, ça nous complique la vie pour trouver des banquiers. Donc il y a quand même, mais et là ça ne suffit pas. Donc c'est avant de parler des solutions et de qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer et réussir la transformation, j'aimerais quand même, ça me choque le poids des lobbies. Tu en as parlé tout à l'heure en faisant le parallèle avec les cigarettes, mais ça fait 8 ans que je travaille sur les questions de climat avec Jean Jouzel, et je trouve que ces lobbies on sous-estime leur puissance et leur nocivité. Déjà en 71, il y a des chercheurs qui ont montré qu'en 71, Total savait qu'il y avait un réchauffement climatique, que dans la revue interne, il y avait un article qui disait que les conséquences du réchauffement climatique allait être catastrophique en 71. En 88, à la une des journaux américains, il y avait la courbe sur le réchauffement climatique en 88. En 2007, il y a le Grenelle de l'environnement en France, et Jean-Louis Borloo, le ministre, est tout content parce qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut faire 400 000 vraies rénovations, que si on veut vivre bien, mais avec moins de pétrole et moins de CO2, il y avait droite et gauche étaient d'accord pour faire 400 000 vraies rénovations thermiques chaque année, et Borloo obtient ça fin 2007. Et on est en 2023, et on a peut-être fait 11 000 vraies rénovations l'an dernier. Donc comment on explique cette inertie absolument scandaleuse? Le diagnostic, on le connaît, et comment est-ce que tu expliques qu'on avance aussi lentement? On a un problème dans ce pays, c'est que, en gros, tout le monde fait faire à l'autre ce qu'il devrait faire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On a des scientifiques qui ont fait de la science. On a des experts qui ont fait de l'expertise. Ils passent le bébé aux décideurs politiques. À un moment, ils doivent décider. Il doit y avoir une décision politique. Donc un portage, donc une responsabilité. Et qu'à partir du moment où on a des éléments factuels qui ont été financés par la France, c'est-à-dire que la France a financé des recherches, puis ensuite a mandaté des experts qui sont bénévoles, mais qui sont payés par la recherche publique française au quotidien, si on prend la truc, on leur dit non, mais alors là, on vous démontre par A plus B qu'il faut pas continuer, donc on va continuer. Et tout ça, ça a des conséquences en chaîne énormes, hein, parce que ça veut dire que derrière, effectivement, c'est un problème de crédibilité. Comment vous pouvez demander à des gens de réduire leur consommation de fossiles quand d'un côté vous exigez pas que Total arrête de construire des pipes, que de l'autre vous subventionnez avec un bouclier tarifaire sur l'essence à 40 milliards d'euros les véhicules thermiques, ça marche pas. Donc on est dans une situation où on a de la défiance, un énorme sentiment d'injustice qui monte. Mais je crois, moi, pardon de te couper Magali, mais je crois que chez beaucoup de millions de citoyens, il y a la compréhension de l'urgence. Parce qu'il y a eu le travail des scientifiques comme toi, mais aussi parce que quand on a 3 canicules de suite cet été, moi quand je traversais la rue ici, c'était irrespirable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce sera dans 20 ans et quand je serai vieux? Et même BFM, qui est quand même pas le canal le plus vert, a fait une soirée spéciale. Ils m'ont demandé de venir pour une soirée. Finalement, je suis pas allé, mais est-ce que l'année 2022 va être l'année du déclic vu la gravité? Et BFM a fait une soirée avec 2 hypothèses. Soit on change tout et dans 20 ans on vit bien, on vit heureux, on a une alimentation plus saine, on fait moins de dépenses pour nos transports, et voilà. Soit on va vers la catastrophe.
catastrophe. Donc je crois qu'il y a une évolution des mentalités. Tu parlais des agriculteurs. Il y a 4 ans, Jean Jouzel et moi, on avait été invités pour l'événement de rentrée du syndicat des jeunes agriculteurs. Je ne parle pas de la Confédération paysanne. Et le grand débat de l'après-midi, c'est que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat. Et le jeune agriculteur, un des chefs qui lançait le débat, disait, il y a 10 ans, ce débat était inimaginable. Nous, on était tous climato-sceptiques. Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les pieds. Et il disait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans. Il y a 3 ans, la récolte de blé a perdu 30% à cause des inondations. Et cet été, avec la canicule, on a des copains qui vont tuer une partie du troupeau parce qu'ils n'ont plus de foin. Donc il disait, il y a une évolution. En 10 ans, maintenant, tous les agriculteurs ont compris l'urgence. Mais il disait, et c'est pour ça qu'on m'avait invité, comment est-ce qu'on finance? Il disait, maintenant, moi, je suis éleveur, je sais qu'on peut faire du biogaz. Qu'au lieu d'abîmer la nappe phréatique et d'abîmer l'atmosphère, on peut faire du biogaz. Mais l'investissement en biogaz, c'est 500 000 €, sachant que la plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer le SMIC tous les mois. On peut pas demander à chaque paysan de trouver 500 000 €. Il disait, donc c'est pour ça qu'on a demandé à monsieur Larouturou d'expliquer ses idées sur un financement européen. Pareil sur la rénovation thermique, quand il y avait un consensus pour faire 400 000 vraies rénovations, je parle sous ton contrôle, mais en gros, une vraie rénovation thermique, c'est 40 000 €. On va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 €. Par contre, s'il y a des aides venant de l'Europe ou du pays et que tu es sûr d'avoir des gens compétents pour faire le diagnostic, des gens compétents pour faire les travaux d'isolation et que tu as au moins 75% de la facture qui est payée par des subventions que tu n'auras pas remboursées, là, on va peut-être accélérer la rénovation. Donc, je crois, je trouve qu'il y a une très, très grave responsabilité de nos dirigeants parce qu'il y a une évolution des mentalités. La plupart des gens comprennent l'urgence climatique et comprennent qu'on pourrait vivre bien, qu'il y a des solutions. Avec plusieurs bémols, mais je suis d'accord avec toi sur le fond. C'est-à-dire que, d'abord, moi, j'aime pas quand on dit les gens comprennent pas. Tu sais, c'est comme quand on explique la pédagogie. Bon, à un moment, pour être prof, quand j'ai toute ma classe qui comprend pas, je me dis que j'ai mal expliqué, quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Dans l'urgence, il y a un vrai sujet sur l'urgence. C'est que ça donne 2 mauvais biais. Le premier biais, c'est il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas le choix, il n'y a plus de démocratie. Il y a le choix, y compris l'inaction. Maintenant, est-ce qu'on est tous conscients, en tant que citoyens, que si on n'agit pas, il va y avoir ça et ça? Le deuxième point, c'est que ça va prendre du temps. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Parce qu'on jongle avec des tas d'horizons temporels. La question, c'est effectivement de maintenir la conscience du danger dans le temps et de comprendre que par rapport aux échéances, tout de suite, dans 10 ans, 2050, 2100, on a soit des choses qui sont très lointaines. Oh, 2100, moi je serai plus là, même 2050, voilà. Ou des choses au contraire qui sont trop proches parce que, oui, mais qui aurait pu prévoir la guerre en Ukraine, qui aurait pu prévoir les marchands de doute, et les gens qui veulent pas agir, ils s'engouffrent là-dedans. Donc on a besoin de remettre le temps, de dire aux gens, attention, ça va pas marcher tout de suite, on va pas atteindre la neutralité carbone comme ça. Mais on a des jalons. Et donc voilà l'effort à faire pour cette année. Est-ce que par exemple, ça serait si absurde que chaque année, on dise aux Français en début d'année, voilà, cette année, voilà l'effort qu'on a à faire. Et ça se discute. On pourrait dire, on travaille d'abord sur tout le logement social pour des tas de raisons, ou bien alors on va plutôt travailler sur toutes les maisons individuelles, et c'est d'autres aides. Comment on priorise? On comprend qu'il n'y a pas de l'argent miraculeux. Comment on priorise? Qui paye? Comment est-ce qu'on accompagne? Mais si déjà en début d'année on nous disait voilà, cette année on aimerait un peu ce qui a été fait d'ailleurs, on veut baisser de 10%, sauf que 10% qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde baisse de 10%? C'est absurde. Il y a des gens qui vont devoir baisser de 30 et d'autres de 20. Mais qu'on se dise déjà voilà mes objectifs de l'année. Voilà ce que j'ai envie de faire. Voilà ce qu'on va faire ensemble. Et puis qu'on se dise que tu as tout à fait raison et qu'on se dise qu'on y met les moyens. On voit qu'il faut en même temps avoir la vision globale et puis peut-être avoir des victoires d'étape, se dire qu'est-ce qu'on fait chaque année, qu'est-ce qu'on peut obtenir sinon. Tout à l'heure, tu parlais d'un sentiment d'injustice et d'un sentiment d'impuissance. Donc comment lutter contre le sentiment d'injustice et le sentiment d'impuissance? J'ai pas le temps. Je vais t'offrir, je sais plus si on te l'avait donné avec le livre qu'on a fait avec Jean Jouzel et Anne Essel qui explique comment on peut trouver des financements en utilisant autrement l'argent de la Banque Centrale Européenne avec plusieurs outils fiscaux pour qu'on ait des vraies politiques sur l'isolation des bâtiments, sur les services publics, sur les transports, sur l'agriculture, sur les pays du Sud. Mais peut-être, moi, j'ai envie qu'on arrive à obtenir des victoires, et je crois qu'on peut être d'accord, dans les mois qui viennent. Oui. Et donc, nous, on est focalisé sur 2 sujets. Stopper ce pipeline ICOP. C'est évidemment pas la seule bombe climatique, mais c'est le pire. Il faut commencer par un. Voilà, il y en a un, il est vraiment catastrophique parce qu'ils veulent faire des forages dans un parc naturel, ils foutent en l'air des milliers de familles, ils veulent faire du pétrole lourd alors qu'ils prétendent aider les populations locales, c'est 100% pour l'exportation. Voilà, donc je pense qu'il faut tout faire pour stopper ce pipeline et être sûr que le pétrole restera dans le sol.
Parce que si c'est des Chinois qui récupèrent le projet, c'est pas beaucoup mieux. Et donc la seule solution pour être sûr que le pétrole reste dans le sol, c'est stopper, foutre la pression sur Total, le Crédit Agricole et Amundi, le Total et puis ses actionnaires et ses financeurs. Et puis pour pas que le projet, donc il faut stopper ce projet et pour pas qu'il soit repris par d'autres, je t'ai dit la discussion avec le gouvernement ougandais qui dit, Monsieur Pouyanné vous a promis peut-être 0,5 milliard chaque année pendant 25 ans. Vous avez besoin d'argent pour votre système d'éducation, système d'électricité. Eh bien l'Europe pourra vous donner de l'argent si vous acceptez que le pétrole reste dans le sol. Mais qu'on veut pas stopper seulement ce projet mais d'autres, donc il faut pas seulement trouver 0,5 milliard mais un peu plus. Et puis l'autre argument de Monsieur Pouyanné pour faire ce pipeline, c'est si c'est pas nous, ce sera les Chinois. Ou l'autre argument, c'est de toute façon la demande mondiale de pétrole continue d'augmenter. Donc il faut qu'on ait de l'argent pour la rénovation thermique, pour les transports en commun. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour la taxe sur la spéculation. Je t'en ai déjà parlé, tu avais signé le texte en disant c'est pas juste moi, c'est le Parlement européen qui dit qu'une petite taxe à 0,1% rapporterait 57 milliards chaque année. 57 milliards. Et si tu as 57 milliards chaque année, ça règle pas tous les problèmes, mais tu peux déjà effectivement stopper le pipeline et commencer à avoir des vraies politiques de rénovation. Et donc moi je me dis que ce serait bien si on avait, et comme il y a un sommet sur le climat au mois de juin, comme Emmanuel Macron a dit qu'il allait avec la première ministre de Barbade, que le 22 et le 23 juin ils vont organiser un grand sommet pour comment trouver des financements climat. Et comme aujourd'hui c'est la France qui bloque la taxe sur la spéculation, ce sera compliqué pour Emmanuel Macron d'organiser un grand sommet sur le climat si on a un débat public et qu'on lui dit mais honte à vous si vous organisez un grand sommet sur le climat et que vous bloquez la principale ressource disponible. Donc voilà, avec d'autres, on réfléchit à faire campagne vraiment sur ces deux sujets. Voilà ce qu'on ne veut pas, c'est ce pipeline catastrophique. Voilà ce qu'on veut, c'est une petite taxe sur la spéculation qui permettra de laisser le pétrole dans le sol, d'aider Lula et pour stopper la déforestation et d'avoir des politiques d'économie d'énergie chez nous. Donc tous ceux et celles qui veulent nous aider, on voudrait obtenir, et ça c'est possible d'avoir une victoire dans les 6 mois qui viennent. Encore hier soir j'étais à Bruxelles, j'en parlais avec un commissaire européen, il y a vraiment que la France qui bloque, il n'y a pas besoin de l'unanimité, il faut juste une coopération renforcée, il y a déjà 10 pays qui sont d'accord, et si on fait bouger Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, on peut avoir une victoire d'ici le mois de juin. Et ça ferait du bien. On prendrait une semaine pour faire la fête et pour se reposer. Et puis après ça, on partirait sur un projet plus global. Non, mais évidemment, l'autre jour, je parlais avec des gens de la Fondation Abbé Pierre. Ils disent, si on gagne la taxe sur la spéculation, on pourra avoir encore plus d'arguments pour avoir un budget vraiment sérieux sur la rénovation thermique à l'automne. Donc, on prétend pas que ça épuise le sujet, mais on se dit que si on focalisait nos forces sur stopper ce pipeline et avoir de l'argent, ce serait pas mal. Donc, tous ceux et celles qui veulent nous aider, vous allez sur Stop Total en Ouganda, stoptotalouganda.com, et on va s'organiser dans chaque département comme au niveau national pour aller voir les députés, pour aller voir les gens de Total et du Crédit Agricole, et pour avoir les moyens de gagner dans les 6 mois qui viennent. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis profondément convaincue que chacun, pas simplement par le petit geste d'éteindre la lumière, chacun par ses engagements, par ses choix, par la signature de cette pétition, le fait d'aller voir le député, le fait aussi à un moment, et c'est pas facile, d'aller voir son banquier et de lui dire là quand même ça va pas. On peut tous à notre échelle, toi peut-être un peu plus parce que tu as accès à des leviers au Parlement, tu peux faire voter des choses, mais tu as besoin aussi que derrière on t'appuie. Tu vois, tu as ce livre-là qui s'appelle Réveillez-vous. Moi, je pense à un livre, il y a Essel derrière de Indignez-vous. Il y a la fille de Stéphane Essel. Voilà. Stéphane était un grand copain, il est là. Indignez-vous. Tu as la photo de Stéphane Essel à côté du mur de Berlin. On s'est réveillé, on s'indigne. Je pense que ce que tu fais, ça prouve qu'on peut aussi agir. Et surtout, je pense vraiment qu'il faut qu'on gagne, mais ce qu'on fait ensemble, c'est il faut garder la vision globale et le besoin d'un changement global, mais il faut des victoires. Et je sais plus qui disait donnez-moi un point d'appui, donnez-moi un levier, et je soulèverai le monde. Je changerai la cour des planètes. Et donc là, on a un point d'appui, c'est stopper ce pipeline catastrophique. On a un levier, c'est trouver des financements, et on peut avoir des victoires dans les 6 mois qui viennent. Donc c'est stoptotalouganda.com. Stoptotalouganda.com. Merci Magali. Merci Magali. Merci à toi.